Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je suis vraiment content de vous faire une vidéo. Faut se le dire, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo publique. La dernière date de fin 2024, donc ça fait un petit peu plus qu'un an. Et je pense que en début 2026, il faut qu'on se parle. Il faut qu'on fasse un bilan de l'année 2025 qu'on a vécu dans le monde de la crypto-monnaie pour mieux comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer dans le marché. Parce que là, on a vécu une année où est-ce que euh, on a vécu une année qu'on n'est pas allé rencontrer les attentes et l'historique des cycles que nous avons connus jusqu'à présent. Donc, vraisemblablement, il y a quelque chose qui change dans le cycle tel que nous l'avons connu sur le marché du Bitcoin et la crypto-monnaie. Et dans cette vidéo-ci, j'ai vraiment le goût de vous partager ma perspective, mes recherches, mes réflexions, parce que j'ai vraiment passé les dernières semaines à réfléchir sur pourquoi cette année 2025 a été haute en attente et haute en nouvelles et développements fondamentaux qui ont vraiment grandi, ils se sont améliorés, où on a eu un cadre réglementaire de plus en plus propice à l'adoption de la crypto-monnaie, où on a vu une adoption continuer de se généraliser. Par contre, la performance des prix en 2025 a été so-so. On a eu quelques petites périodes agréables, mais sinon, on a principalement été de côté ou même que les altcoins ont vraiment descendu par rapport à Bitcoin pendant cette année-là. Donc, je vais essayer de faire du sens de l'image que vous allez voir à l'instant. Juste ici, qu'il y a énormément d'informations, mais on va utiliser cette information-là pour justement faire du sens de la situation qu'on a connue en 2025, puis comment le cycle de marché, d'après moi, est en train de changer. Premièrement, 2025, je l'ai encadré, ça a été l'année juste ici, où est-ce que Bitcoin a fermé pratiquement au même prix qu'il a ouvert l'année, n'offrant pratiquement aucun gain pendant l'année 2025, après 2 excellentes années de hausse. Et qu'est-ce qui est différent des autres cycles si on se compare aux autres cycles de marché? C'est que généralement, l'année après le halving, qui est l'année, qui est la barre dorée à chaque fois juste ici, on connaît une expansion parabolique des prix dans les derniers cycles. Et là, ça n'a pas été le cas du tout. Oui, Bitcoin a augmenté, mais relativement peu par rapport à tous les autres cycles. On peut voir que Bitcoin, dans cette année, est allé chercher 87% d'augmentation, ce qui est vraiment exceptionnel. Mais comparé aux années précédentes, où est-ce qu'on est allé chercher 500, quasiment 600%, quasiment 3000%, puis quasiment 9000%, on n'est vraiment pas dans les mêmes eaux qu'on pouvait s'attendre et espérer, surtout avec le cadre réglementaire et l'adoption massive qu'on a vue en 2025. En 2025, je vous rappelle, on a vu le premier président américain être pro-crypto, faisant ainsi des lois pro-crypto-monnaie pour favoriser l'adoption, enlever les red tape, créant également une réserve stratégique de Bitcoin. On a vu aussi que 2025 a été l'année où est-ce que les fonds monétaires cotés en bourse adossés à du Bitcoin ont été lancés sur le plus grand marché mondial, qui est les États-Unis, encore une fois, qui a été le lancement dans le produit financier avec la plus grande réussite jamais connue dans l'histoire de la finance. On voit maintenant des fonds souverains qui achètent du Bitcoin. On voit des entreprises qui achètent du Bitcoin et des altcoins. Malgré tout, ces nouvelles-là, ben, l'année a fini plus basse qu'elle a commencé. Pourquoi? Et pour moi, cette question-là du pourquoi m'a vraiment poussé ma réflexion à comprendre mieux qu'est-ce que d'autres types de technologies ont pu passer par adoption. Et il y a des recherches sur la courbe d'adoption d'une technologie qui amène une partie de la solution, une partie de la réponse selon moi. Et pour ça, on va aller voir la charte de la courbe d'adoption que vous avez sûrement vue à mille et un endroits sur Internet, où est-ce qu'une technologie va passer par différents types d'adopteurs de la société, que ce soit les innovateurs, les adopteurs d'avant-garde, la masse, les conservateurs, puis finalement les gens en retard. Si on va voir un peu euh, la courbe d'adoption, puis avec la théorie
du gouffre, qui est le gouffre qui se situe entre les gens qui sont visionnaires, qui ont adopté cette technologie-là, versus les pragmatiques ou le début de l'adoption de masse, qui, eux, sont une autre classe de citoyens, si on peut dire, ou une autre classe d'utilisateurs, et que toute technologie, pour atteindre la masse, doit passer au travers ce gouffre-ci que vous pouvez voir enregistré avec, encerclé avec mon curseur juste là. Si je viens de dessiner, il faut passer au travers ce gouffre ici. Et chacune des phases est nécessaire pour se rendre à la suivante. On peut voir qu'entre les visionnaires et les pragmatiques, les attentes sont profondément différentes concernant le produit, ce qui crée le gouffre. Parce que si je reviens sur la charte initiale, on peut voir que d'un côté, dans le fond, j'ai mis à gauche ce qui représente, selon moi, justement, les adapteurs, les innovateurs, puis les early adopters, qui sont en fait un peu les révolutionnaires. Ceux qui voient en la technologie, la blockchain, du Bitcoin et la crypto, une certaine révolution pour donner plus de souveraineté aux individus. Du moins, je pense que c'est un peu, moi, ma vision initiale de la chose, c'est que Bitcoin peut vraiment apporter un côté positif, oui, financier pour les individus puis les nations, mais beaucoup plus que ça. Et même que sur mon ordinateur, vous pouvez voir juste ici, j'ai un slogan, un collant qui dit « Fix the money, fix the world ». Et pour moi, c'est un peu ça la promesse derrière Bitcoin, ou du moins ce à quoi j'adhère, c'est qu'en réglant la racine de beaucoup de problèmes qu'on a sur la planète, qui est le design même de la monnaie, on peut régler beaucoup autre chose dans notre société. Et j'arrive à la conclusion, ou du moins à la question de est-ce un peu trop utopique comme statement? Et je ne sais pas encore quoi y répondre à l'heure actuelle, mais somme toute, que ce qu'on peut voir dans l'adoption de masse maintenant, qui est ce côté-ci, qui est représenté par les pragmatiques, les pragmatiques, c'est que les pragmatiques sont représentés par quoi? Ils sont représentés par les pays souverains qui investissent maintenant dans Bitcoin, par la création de réserves stratégiques de Bitcoin par les États-Unis et d'autres pays, par des compagnies cotées en bourse qui achètent maintenant du Bitcoin dans leurs réserves stratégiques. Ici, il y en a centaines de compagnies cotées en bourse qui achètent du Bitcoin. Ils ont maintenant plus de 1 million de Bitcoin dans leur possession. Fait que ça, on s'entend, c'est énorme. Des banques maintenant qui offrent des produits sur du Bitcoin et même de la crypto, qui vous permettent d'avoir des prêts et autres produits. On voit Citibank, on voit JP Morgan, on voit même les banques qui lancent leur propre monnaie stable sur la blockchain, qui lancent leur propre blockchain également. On voit maintenant des produits dérivés financiers avec la plus grande compagnie qui détient des bitcoins, une stratégie qui offre maintenant des bons du trésor corporatif avec des rendements, ma foi, très élevés, à 10,5% avec le stretch juste ici, qui sont vraiment des innovations technologiques incroyables. Mais ces acteurs-là qui sont en train de changer dans le marché de la crypto, non. Ils viennent investir dans Bitcoin, pas pour sa promesse utopique, je dirais, mais plutôt pour son point pragmatique. Et ce qui vient vraiment résumer un peu cette pensée pragmatique-là, on l'a ici du CEO du fonds BlackRock, qui est le plus grand fonds monétaire de la planète, qui vient dire que Bitcoin est un actif de la peur. Vous possédez Bitcoin parce que vous avez peur de votre sécurité physique. Vous possédez Bitcoin parce que vous avez peur de votre sécurité financière. Tandis que il dit, selon ses propres propos, que la majorité des investissements de BlackRock, eux, représentent l'espoir d'un monde meilleur ou l'espoir d'une innovation technologique. Je ne suis pas nécessairement d'accord avec les propos ici, mais je pense que ça représente un peu la pensée pragmatique que ces acteurs-là dans le marché viennent investir dans cette énergie-là parce que, justement, on a une situation mondiale où est-ce qu'on a l'appauvrissement de nos monnaies nationales, on a un endettement national qui ne cesse d'exploser et ce qui pousse
les grandes économies à chercher des alternatives pour placer leur richesse. Et Bitcoin était excellent pour faire ça. Et je crois que la dernière phrase de ce texte vient vraiment résumer la pensée conservatrice par rapport à cet actif-là, qui est que la raison fondamentale pourquoi vous possédez ce Bitcoin, c'est à cause de la dévaluation de la monnaie. Et somme toute, la promesse de Bitcoin originelle est ça, est de venir stocker sa valeur au travers le temps. Et c'est ce que ces pragmatiques-là viennent capter, et c'est pourquoi ils investissent des milliards et des milliards de dollars-là dans cet actif-là, dans cette technologie, pour la voir grandir. Mais ce n'est pas la pensée initiale des Bitcoin maximalistes, des premières personnes qui ont investi dans cette technologie-là, pensant peut-être que Bitcoin allait être beaucoup plus que ça. Et je crois que personnellement, je fais partie des visionnaires qui ont investi dans Bitcoin à partir de 2018 et qui avaient une vision différente que qu'est-ce que c'est en train de devenir. Mais si on revient à la courbe d'adoption, ce qu'on peut voir, c'est que bon, mes carrés sont peut-être plus à la bonne place, je ne sais pas trop pourquoi, mais on va les effacer juste ici. Ce qu'on peut voir, c'est que les innovateurs et les visionnaires sont nécessaires à une technologie à passer le gouffre de l'adoption. Les innovateurs vont être des fans de technologie qui achètent et utilisent la technologie pour le plaisir d'explorer son potentiel. Ensuite de ça, les visionnaires ne sont pas les passionnés de la technologie, mais comprennent les avantages que procurent certaines innovations. Et ensuite de ça, on pourrait dire que ces particuliers-là ou cette catégorie de gens-là sont les testeurs de nouvelles innovations technologiques. Et lorsque c'est possible, que ça soit adopté par la masse, c'est les pragmatiques qui vont rentrer ensuite de temps, qui ont besoin de la confirmation de ces personnes-là. Mais ici, c'est le côté, justement, c'est le côté pratique qui compte ici et non le côté visionnaire, utopique, fondamental, si on pourrait dire, à l'origine. Et je pense que 2025 a été vraiment une année de transition entre ces deux familles d'acteurs dans le marché. Parce que ce qu'on a vu en 2025, c'est que les investisseurs initiaux, puis là, on parle de ceux qui ont investi dans Bitcoin en 2019, 2010, 2011, ont vendu pour des milliards et des milliards de Bitcoin. Ici, on a un petit screenshot d'un article qui dit qu'il y a eu la plus grande vente de 80 000 Bitcoins en une journée. C'est 9 milliards de dollars qui ont été vendus. Imaginez-vous la personne qui peut-être possédait ce Bitcoin-là depuis 2010, 15 ans à attendre, puis de finalement récolter 9 milliards de dollars de profit. C'est incroyable. Puis il y a une raison pourquoi ça s'est fait en 2025. C'est que c'était la première fois dans l'histoire de Bitcoin qu'on avait maintenant des acheteurs du côté pragmatique, les banques, des fonds souverains, des entreprises cotées en bourse, etc., des fonds de pension qui ont les poches assez profondes pour venir acheter des Bitcoins à ces acteurs-là initialement qui, avant ce temps-là, n'avaient pas nécessairement assez d'acheteurs pour venir liquider leur position. C'est un peu ça qu'on voit sur les graphiques qui sont juste ici. C'est les adresses possédant énormément de Bitcoin qui a diminué depuis cette année. En fait, depuis le sommet du dernier marché haussier là, en 2021, on peut vraiment voir que ces adresses, non plus qu'il y a 10 000 Bitcoin également, a diminué depuis qu'on a atteint plus que 100 000 $. Et c'est ce qui est vraiment normal. Si on s'entend, n'importe quel humain qui a eu le courage, la détermination de posséder un actif aussi risqué que Bitcoin pendant aussi longtemps, se voit rémunérer des gains astronomiques. Puis ça fait partie de la game. Puis ce qu'on peut voir aussi, c'est que dans la courbe d'adoption, c'est que les gens qui vont permettre à ce qu'une technologie atteigne la masse, généralement, ne sont pas ceux qui ont fait partie des innovateurs et des visionnaires. Ça va être une autre classe d'usagers ou d'utilisateurs qui va permettre à une technologie d'aller toucher un autre palier, si je peux dire. Donc, on a connu ça en 2021, en 2025, puis je vais revenir un peu sur les impacts que ça va avoir, mais aussi, je crois qu'on pourrait expliquer ce qu'on a vécu avec aussi la courbe de la hype, qui est dans le fond
expliqué juste ici, il s'agit essentiellement d'une courbe décrivant l'évolution de l'intérêt pour une nouvelle technologie. Et je pense qu'en 2025, on a vraiment atteint le sommet exagéré des attentes. Pourquoi? Ben, si je reviens ici, en 2025, on a eu la création de une réserve stratégique de Bitcoin par les États-Unis, ce qui est vraiment massif et qui est une bonne nouvelle ultimement, mais je pense que énormément de gens pensaient que ça allait déclencher une adoption beaucoup plus rapide et un achat des États-Unis de Bitcoin, ce qui aurait déclenché peut-être une course nationale à acquérir le plus de Bitcoin possible parce que des Bitcoins, il y en a juste 21 millions. Visiblement, ce n'est pas ce qui s'est passé. L'adoption de Bitcoin, oui, les États-Unis ont créé une réserve stratégique, mais ce n'est pas que des Bitcoins qui ont acheté, c'est des Bitcoins qui avaient initialement saisi l'ordre d'opération, de fraude, etc., etc. Donc, la perception que les gens avaient, moi y compris, ne s'est pas réalisée. Même si on a maintenant des fonds souverains qui achètent, des ETF qui sont maintenant les produits les plus avec le plus grand succès dans le monde financier, malgré ça, on a eu une année de côté. Pourquoi? Ben, autant qu'on a eu d'énormes nouveaux acheteurs, ben, autant qu'on a eu d'énormes vendeurs qui ont décidé de quitter en partie ou en totalité le marché du Bitcoin. Donc, on a cette transition-là entre la période des visionnaires et des pragmatiques. Donc, Bitcoin rentre justement dans la phase pragmatique de cette technologie-là. Mais ça ne veut pas dire que c'est la fin, loin de là, parce que si on compare avec les entreprises d'Internet qui ont vu le jour dans les années 90 ou même les années 80, puis qui ont surfé la vague du début des années 2000, puis qui sont encore là aujourd'hui, ben, toutes ces entreprises, ces technologies-là, ont passé au travers le gouffre de l'adoption. On peut le voir ici avec la charte d'Amazon. On peut voir que à la fin de la bulle d'Internet, les médias disaient qu'Amazon ne fera jamais de profit. On a vu une chute boursière massive, puis il y avait une méfiance généralisée du public envers les entreprises d'Internet. Pourtant, après avoir passé ce gouffre-là, le modèle d'Amazon s'est prouvé, l'adoption massive a commencé, Amazon est devenu un incontournable, l'explosion des achats en ligne a permis à Amazon de prendre énormément part de marché. On a vu la confiance du public dans le e-commerce qui est arrivée et Amazon est devenu littéralement le synonyme d'acheter en ligne. Et ce que je veux montrer ici, là, c'est que avant, dans la première période, ben, Amazon a monté de 7400%. Dans la deuxième période, Amazon a monté de 78 000 fait que 10 fois plus d'augmentation après qu'avant. Mais ça, c'est pas tout. Si je m'en vais voir Microsoft, juste ici, on a un schéma qui est similaire, où est-ce que dans la première phase de Microsoft, qui était vraiment une interface graphique d'ordinateur accessible à tous, qui était le standard du PC à domicile et au travail, où est-ce qu'on a vu une explosion de la suite d'Office, où est-ce que Microsoft a vraiment pénétré sur le marché des entreprises et le marché du grand public. Pourtant, il y a eu quand même une crise de sens de 2001 à 2017, après le hype de Windows en 95-98, des critiques sur la sécurité, les virus, les spyware, le fiasco de Windows Vista et l'image vieillissante de la marque face à son compétiteur de Apple. Malgré ça, avant, ici, on a une inversion par rapport à Amazon, mais des pourcentages quand même faramineux. C'est qu'avant, on a vu une augmentation de 56 000 et ensuite d'avoir passé le gouffre de l'adoption, on a vu un gain de 3 200 %. Et si je fais juste une dernière comparaison avec Apple, qui est juste ici, on peut voir qu'on a eu un schéma similaire où est-ce que Apple a eu un grand succès jusqu'à après l'enthousiasme du Macintosh. Par contre, après le hype de Apple, on a vu une chute des parts de marché. On a vu des produits qui étaient confus, qui étaient des échecs, le Newton, le clone, l'écosystème fragmenté. Apple a été proche de la faillite.
La perception d'Apple était que c'était une entreprise finie, même que Steve Jobs a été expulsé d'Apple. Pourtant, Apple a revenu en force avec le lancement du iPhone, qui a vraiment changé la game dans l'usage du téléphone, qui a mis dans les mains de tout le monde un ordinateur ultra puissant, qui a fait exploser les ventes d'Apple, qui a été la création de l'Apple Store, qui a fait une adoption massive mondiale des produits Apple et qui est vraiment devenu un produit culturel et non pas technologique. Et ce qu'on peut voir ici, c'est un exemple un peu plus comme Amazon, où est-ce que dans la première partie, Apple a monté de 2300%, dans la seconde phase, a monté de 19 900%. Donc, si je reviens, encore une fois, à ma courbe d'adoption, il semble que la partie pragmatique est la partie où est-ce qu'on peut tirer une plus grande partie du bénéfice avec le moins de risques possible. Et là, je ne veux pas dire que le bénéfice va être plus important pour Bitcoin, particulièrement dans la phase pragmatique, parce que là, il y a des gens qui ont fait plus que 2 millions de pourcents de retour depuis la création de Bitcoin, et je ne pense pas qu'on va avoir d'autres augmentations aussi importantes. Par contre, à l'heure actuelle, le concept, la technologie, elle est prouvée. Et c'est pour ça que je dis que c'est maintenant le niveau d'opportunité versus de risque est le plus grand parce que le risque est beaucoup plus petit que, exemple, les gens qui étaient les innovateurs puis qui ont investi en Bitcoin quand que Bitcoin avait toutes les chances du monde d'échouer. Tandis que maintenant, c'est prouvé et Bitcoin, forcément, a déjà réussi vu toute l'adoption qui est en train de se faire. Et pourquoi est-ce que je vous dis que la courbe d'adoption puis les transferts des différents acteurs fait du sens? Mais on peut le voir dans les données. Ici, on va voir sur la charte qui montre l'activité des particuliers par rapport à Bitcoin. On peut voir qu'en 2025, il n'y a eu aucune surge ou aucune augmentation significative d'activité, puisque la charte est grise. Les seuls moments où il y a eu une grande activité, c'est au sommet de 2024. Sinon, avant ça, c'était au bas de marché de 2022, au sommet de 2021 ou les derniers sommets de marché. Mais là, depuis plus d'1 an, l'activité des particuliers est vraiment faible, ce qui démontre que l'intérêt particulier est beaucoup moins là qu'avant et qu'il y a sûrement de nouveaux acteurs qui sont là dans le marché. Puis même chose ici avec cette charte-là qui montre les zones de bulles, si on peut dire, ou d'exagération par rapport au prix. On n'en a quasiment pas eu dans ce cycle-ci, contrairement en 2021 et 2017, où c'était pendant pratiquement plus d'1 an qu'on avait une exagération de l'achat, principalement en provenance des particuliers. Et là, le fait de ne pas voir ça, mais montre justement que c'est plus nécessairement les particuliers qui achètent, mais c'est des institutions qui achètent avec des stratégies qui sont claires et qui ne sont pas là dictées par leurs propres émotions et qui probablement achètent pour vraiment du long terme et non pour du trading comme ce que certains pourraient faire. Et ce qui mène à voir que dans le marché actuel, on n'a pas vraiment eu d'euphorie. Ce qu'on a toujours été habitué avant dans le monde de la crypto, où est-ce que pendant des mois, généralement, vers la fin du cycle, on avait une période d'euphorie et justement de surachat qui venait se répercuter sur l'ensemble du marché. Et là, visiblement, jusqu'à date, on n'a pas eu cette phase-là. Et vu qu'on n'a pas eu cette euphorie-là sur le marché, mais on a pu voir que dans ce cycle-ci, on n'a aucun des indicateurs, des 30 indicateurs de sommet de marché qui a atteint un niveau de fin de marché. Ce qui veut dire que historiquement, les niveaux qui étaient utilisés pour repérer les sommets de marché dans les cycles précédents, aucun de ces niveaux-là a été atteint. Il y en a certains qui ont été atteints proches, mais il n'y en a aucun sur les 30 qui ont atteint des niveaux de vente. Donc ça, c'est vraiment anormal. Ça démontre encore une fois que l'activité à main le marché a changé. Puis c'est aussi ce qui explique que si on regarde la performance des altcoins, ce qui est ma charte en chandelle juste ici, n'a pas n'est pas venu surperformer Bitcoin dans ce cycle-ci, surtout dans la dernière année où est-ce que Bitcoin a vraiment pris la majorité des gains et où est-ce que les altcoins ont vraiment latéralisé pendant cette année-là. Vu que généralement, les altcoins venaient à performer lorsqu'on atteindait les dernières phases d'excitation d'un cycle haussier. Mais encore une fois, ces phases-là, on ne les a pas vraiment connues en 2025.
Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire tout ça pour le court terme ou pour le cycle actuel qui semble se continuer en 2026? Dans le sens se continuer, ce que je veux dire par là, c'est qu'en 2026, visiblement, on va connaître si le sommet de marché est déjà atteint sur Bitcoin, qui aurait été atteint ici en octobre 2025, ou bien si on a encore les chances d'une continuation haussière. Personnellement, mon opinion est que nous sommes probablement à 50-50 entre les deux possibles scénarios. Visiblement, nous sommes sur le point d'avoir une remontée qui sera potentiellement soit qu'un petit rebond, un rebond du chat mort, comme on appelle de l'anglais dead cat bounce, ou bien une continuation haussière. Et il y a des arguments pour chacun des scénarios. Un des arguments principaux qu'on peut voir ici avec l'indicateur de momentum qu'on a juste là, c'est qu'à chaque fois qu'on a un croisement haussier, qui veut dire qu'on a la ligne bleue qui devient sur la ligne rouge, et la dernière fois qu'on a vu ça, on a vu des augmentations de 56 à 103 pour les 5 dernières occasions. Donc, si on venait à avoir de quoi du genre qui se confirmerait dans les prochaines semaines, ben 56, on serait déjà à 135 000 et 103 on serait déjà à 160 000. Donc, ça reste que c'est une possibilité basée sur ça. Par contre, en termes de cycle temporel, ben, si le sommet était atteint en octobre 2025, qui aurait été atteint au 35e mois du cycle haussier, si ça vient correspondre avec les derniers cycles qu'on a connus de 35 mois pour celui de 2017 et 2021 ou de 37 mois qui était pour celui de 2013. Donc, pour l'analyse temporelle, on semble être vraiment sur la fin. Tôt ou tard, ce cycle temporel-là va être ajusté, va se transformer. Sommes-nous dans le début de cette possibilité-là? Peut-être, mais pour ça, il faudrait voir un nouveau sommet historique sur Bitcoin en 2025. Et pour l'instant, comme j'ai dit, je ne suis pas convaincu. Je suis plus à voir que les deux scénarios sont possibles et les prochaines semaines vont être décisives, à savoir comment Bitcoin va réagir avec les principales moyennes mobiles et sa structure de marché. Mais en termes de structure, la définition peut réduire d'un marché haussier, c'est des bas de marché de plus en plus hauts et des hauts de plus en plus hauts. Et jusqu'à date, on respecte cette définition-là parce que le bas de marché juste ici est plus haut que le précédent. Par contre, est-ce que le prochain haut va être plus bas que celui-ci, venant ainsi casser la tendance haussière et aller vers des bas par la suite plus bas que les précédents? Ça reste à voir. Mais ce qui est vraiment fascinant de voir dans la correction actuelle, c'est les niveaux de peur. Ici, vous voyez que j'ai un indicateur de peur et cupidité qui mesure les niveaux et j'ai identifié le niveau que Bitcoin a touché en novembre et à la fin décembre, qui sont des niveaux à 10 sur l'indicateur de peur et de cupidité. Et j'ai encerclé sur la charte les moments où ces mêmes niveaux de peur ont été touchés. Ce qu'on peut voir, dans la fois, c'était avec la crise des tarifs en avril 2024. On a eu ça à chaque fois avant des rebonds dans le marché baissier 2022. À l'été 2021, entre les deux sommets de marché, parce que Bitcoin ici avait monté de 115 au crash de la COVID en 2020, en plein marché baissier en 2019, ici au bas du marché baissier en 2018, ici à la fin du marché haussier 2017, avant un rebond de 94 sur Bitcoin. Et ce qu'on peut remarquer, c'est qu'à chaque fois qu'on atteint des bas, des niveaux de aussi grande peur sur cet indicateur-là, on a toujours un rebond significatif qui vient par la suite. Significatif comment? Bien, ça dépend. Ici, 61 ici, 41, 25, 33, 115. Ici, c'est 1325 ici, le plus petit, avec les de 10 ici, on parle de 300 94 donc, la majorité de ces rebonds-là ont été vraiment d'une importance quand même assez grande. Et pour moi, c'est ça qu'il faut évaluer dans les prochaines semaines. Probablement d'ici la fin janvier, fin février, on va avoir plus de data pour faire parler le cycle puis voir où est-ce qu'il veut aller. Mais historiquement, lorsqu'on est dans un niveau de peur aussi élevé, la hausse est de notre côté par la suite. Et même si on va voir sur l'outil Google Trends pour voir les recherches sur différents mots-clés dans le monde, j'ai fait une recherche en allant chercher Crypto is dead et Bitcoin is dead. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on a eu un sommet pratiquement jamais atteint sur cet outil-là au plus bas de la correction qu'on a connue dans les dernières semaines,
avant ça, ben, c'était en août 2024. Fait que ça, c'est quand même surprenant parce qu'en août 2024, on était dans la correction juste ici. Fait qu'après une petite correction de 15-20%. Puis sinon, avant ça, on parle de novembre 2022 et ça, c'était au plus bas du marché baissier, juste ici, sur un niveau où ce que les gens recherchaient sur Internet, est-ce que la crypto-monnaie est morte? Fait que vous pouvez voir, puis même avant ça, on parle juin 2022, puis ici, c'est mai 2022. Fait que ça, c'était quasiment au plus bas du marché baissier, si je me souviens bien. C'était quelque part, juin 2022, c'était après une grande correction, puis ici aussi, c'est après une grande correction. Puis avant, c'était juste dans la plus grande correction qu'on avait connue dans le marché aussi de 2021. Donc, ça aussi vient mettre en contexte un peu l'analyse sociale qui montre que beaucoup de gens ont perdu espoir, ont give up, ne croient plus peut-être dans la crypto-monnaie. Puis, tant qu'à moi, c'est un bon contexte pour minimalement avoir un rebond sur le marché pour les prochaines semaines, à voir jusqu'où ce rebond-là va nous amener. Puis les indicateurs vont nous dire à ce moment-là. Pour l'instant, il est probablement trop tôt pour prendre une décision. Euh, pour prendre une décision sur où est-ce que Bitcoin va aller, du moins dans mon observation à moi. Maintenant, par rapport au reste du marché, qu'est-ce qui va arriver? Et je crois que l'adoption de la crypto-monnaie, en passant par Bitcoin et le reste du marché, n'est pas terminée. Mais je crois que les crypto-monnaies maintenant, qui vont être adoptées dans les prochaines années, vont justement être ces crypto-monnaies qui vont être capables de passer le gouffre de l'adoption et d'aller vers le pragmatisme. Et pour aller dans le pragmatisme, il faut que l'utilité soit claire et que cette là génère quelque chose, génère des revenus, génère de l'interaction, que ces utilisateurs augmentent, etc., etc. Et on a d'excellentes cryptos qui sont positionnées pour passer ce gouffre d'adoption-là. On a ici Chainlink, qui est une crypto qui est toujours dans une tendance haussière depuis le cycle de 2022. Ici, on va voir ses métriques. On peut voir que Chainlink est un oracle. Je ne dirais pas nécessairement c'est quoi un oracle, mais c'est essentiel à tout ce qui est la finance décentralisée. Sans oracle, ça n'existerait pas. Et on peut voir que c'est l'oracle qui détient le plus grand part de marché par rapport à tous les autres oracles et que ces parts de marché depuis 2022 ne cessent d'augmenter. Fait que ça, c'est vraiment des métriques qu'on veut voir. On veut voir que des revenus soient générés. Ici, on a AV qui est une plateforme, la plus grosse plateforme de prêt d'emprunt. Ce qu'on peut voir, c'est que la valeur de l'argent qui est déposé sur cette plateforme-là a atteint 34 milliards, ce qui est 3 fois plus élevé que le sommet atteint en 2021. Donc ça, c'est une plateforme qui ne cesse d'être augmentée. Et si on ajoute le prix du jeton là-dessus, c'est qu'on peut voir qu'il y a vraiment un décalage entre le fondamental qui augmente avec la TVL qui croît et le prix qui a descendu dans les dernières années, qui est même plus bas qu'en 2021. Parce que si on venait ajuster le prix atteint en 2021 selon la TVL, qui a atteint 400 $ avec une TVL de 13 milliards, bien là, techniquement, avec une TVL qui a atteint 44 milliards et un prix qui a atteint 290, bien, techniquement, le prix unitaire devait être au moins 2 à 3 fois plus haut présentement. Donc, est-ce qu'il va y avoir éventuellement un rattrapage de ces fondamentaux qui augmentent? Je crois que oui. Est-ce que ça va être dans ce cycle-ci? Ça reste à voir. Peut-être que ça va être repoussé au prochain cycle. Ça se peut. Puis que l'électromonnaie passe au travers de ce cycle comme un, une profonde transformation du marché, puis peut-être une quête de sens aussi du marché. Mais des projets comme ça qui génèrent de réellement revenus, là, on peut voir que les frais générés par jour, c'est 3 millions, 2 millions, 5 millions, 1 million. Fait que c'est vraiment un projet qui génère du gros cash. Puis, un autre exemple, si on s'en va ici, bon, on est encore sur AV, que maintenant, en 2 ans, il est passé de 8% des parts de la finance décentralisée à 28%. Donc ça, c'est énorme. On parle d'une augmentation de quasiment 400%. Puis sinon, ici, on a le projet Solana, qui est la deuxième plus grande plateforme écosystème dans le marché de la crypto-monnaie après Ethereum, qui prend de plus en plus de part de marché et où est-ce que ces volumes journaliers sur les plateformes décentralisées sur Solana atteignent
4,7 millions de dollars par jour. C'est énorme. C'est plus que 2 fois, voire 3 fois plus élevé que la blockchain principale Ethereum. Fait que ça, c'est une blockchain qui est énormément utilisée. Où est-ce que ces adresses actives sont maintenant à 2,5 millions, qui est encore une fois 3 fois plus élevé que la plus grosse blockchain Ethereum, où est-ce qu'on a des frais journaliers qui sont presque proches du million, qui sont encore une fois 2 à 3 fois plus grands qu'Ethereum. Fait que ça, c'est une blockchain qui est clairement utilisée et qui est là pour rester. Mais je crois que si on s'en va voir sur CoinMarketCap, puis on va voir la liste de toutes les crypto-monnaies, on peut voir que maintenant, bon, ils ont enlevé le nombre qui avait marqué ici, justement, qui indiquait qu'il y avait plus que 20 millions de crypto-monnaies différentes. Et sur ces 20 millions-là, il y a probablement 99,5, 99,9% qui sont de la merde, malheureusement, et qui n'auront jamais aucune utilité réelle et adoption, du moins de mon point de vue. Et c'est ce qui fait que je crois qu'il faut vraiment se concentrer sur des cryptos qui ont le potentiel de passer le gouffre de l'adoption, d'être pragmatique. Et les catégories pour moi qui ont la chance de passer ça, ben, c'est les blockchains d'écosystème. Donc, on parle des Ethereum, on parle des Solana et autres dans cette catégorie-là, qui, sans elles, ne pourraient pas permettre à d'autres types d'applications de se bâtir dessus. On a aussi toutes les plateformes reliées à la finance décentralisée, fait que les AV, les plateformes de prêt d'emprunt, les plateformes d'échange, les oracles qui sont indispensables pour cette catégorie-là à voir le jour. On a potentiellement l'intelligence artificielle aussi qui utilise maintenant la blockchain, qui est super intéressant. On a potentiellement aussi les infrastructures décentralisées, que ce soit les GPU décentralisés, que ce soit le storage de données décentralisé. Tout ça est une innovation intéressante avec la blockchain, mais je crois que aller plus loin avec l'idée originelle de décentralisation d'un peu tout, mais ça, je crois que c'est derrière nous. Dans le sens que oui, la blockchain, à la base, c'est une technologie pour décentraliser des registres de données, mais ces registres de données n'ont pas besoin d'être utilisés à tout escient, n'ont pas besoin d'être utilisés pour des réseaux sociaux. Ça serait le fun d'avoir des réseaux sociaux décentralisés, mais je pense qu'au même titre qu'Internet, à la base, était une technologie qui était créée, je me suis même noté ça, qui était une technologie créée pour l'affranchissement du peuple par des technologies libres et décentralisées. Aujourd'hui, cette promesse-là n'est pas vraiment le cas parce que les technologies d'Internet sont maintenant monopolisées au travers de Google, Amazon, Apple, Microsoft, IBM, etc., etc. Oui, il existe toujours des produits libres et décentralisés, mais la majorité est maintenant super centralisée. Fait que la promesse originelle d'Internet, est-ce qu'elle a vraiment abouti? On ne semble pas y avoir été. Et c'est un peu la même chose sur la blockchain. C'est que la blockchain permet de décentraliser plein de choses, mais dans ce qui va vraiment être adopté, je pense qu'il va y avoir une différence fondamentale entre les idées originelles de décentraliser le plus de choses possible et vraiment ce qui va être adopté. Une partie de la finance, qui en fait, la finance est en train de fusionner en certaines parties avec la blockchain. Fait que oui, c'est une technologie qui va permettre au monde financier actuel d'évoluer dans cette technologie-là. Mais est-ce que ça va être toujours décentralisé? Clairement pas. Est-ce que ça va toujours être libre? Clairement pas. Fait qu'on va avoir un peu les deux mondes, puis on va voir au travers le temps qu'est-ce qui va vraiment être adopté, puis qu'est-ce qui va vraiment être utilisé dans le monde de la blockchain, pur et dur, on peut dire, comme aujourd'hui. C'est sûr que, exemple, Bitcoin, ça ne change pas qu'est-ce que Bitcoin, peu importe ce qui est bâti sur ce dernier, peu importe les institutions financières, peu importe les produits dérivés qui sont bâtis sur Bitcoin, je peux toujours avoir du Bitcoin dans mon portefeuille électronique, l'envoyer à n'importe qui sur la planète sans aucun intermédiaire et l'utiliser pour stocker ma valeur au travers le temps. Et ça, c'est la beauté de Bitcoin. Puis, même chose avec les autres crypto-monnaies, je peux les utiliser sans aucun intermédiaire et sans utiliser le reste de l'enveloppage un peu financier qui est en train de se mettre au travers ces cryptos-là. Mais je pense que plus ça va aller, il va y avoir peut-être des puristes qui vont utiliser la crypto-monnaie comme elle se fait à la base, mais je pense que la grande partie, la masse, n'utilisera pas la crypto-monnaie comme vous et moi qui peut-être l'utilisez en ce moment
avec des portefeuilles décentralisés, avec des clés Ledger ou le Trésor ou peu importe, sur un ordinateur avec des codes qui sont des fois un petit peu compliqués à se souvenir, etc. La masse a besoin de quelque chose de beaucoup plus simple et je pense que la masse va utiliser la crypto, oui, mais au travers leur banque, au travers des fonds monétaires cotés en bourse, au travers des applications ultra simplifiées qui va permettre de rendre ça accessible à monsieur, madame, tout le monde. Et on va avoir peut-être les anarchistes, puis les adopteurs de premier rang qui, eux, vont continuer de faire utiliser la technologie de sa façon plus primaire. Donc, je voulais vraiment prendre cette vidéo-là pour exposer ma réflexion, vous la partager, puis pour moi, ça ferait vraiment du sens un peu voir les choses comme ça, puis ça mène raison un peu sur l'année qu'on vient de passer. Moi, comment je vais m'ajuster pour la suite, je vais vraiment focusser sur des projets qui peuvent passer le gouffre, justement de l'adoption en étant pragmatique. Est-ce que ça vient, changer un petit peu mon intérêt envers ce milieu-là, ce monde de la crypto? Honnêtement, un peu. Un peu dans le sens que, étant partie des visionnaires à la base, puis ayant adopté cette vision-là du monde, ben c'est sûr que ça vient remettre en question fondamentalement mon intérêt. Même si je crois que Bitcoin, entre autres, est placé d'une place excellente pour continuer sa mission de nous permettre de storer notre valeur au travers le temps. Fait que c'est sûr que du Bitcoin, je vais en garder. C'est sûr que la crypto-monnaie, je vais garder une exposition. Mais avec cette nouvelle lunette-là que je mets sur ce monde-là qui est en bouleversement, qui a peut-être vécu une crise d'adolescence au cours de 2025, mais qui va continuer d'être adoptée. La crypto-monnaie est là pour rester, mais il faut vraiment se concentrer, puis il faut arrêter de se disperser dans des idées puis des projets loufoques qui n'ont aucun fondamentaux réel, aucune proposition de valeur sensée et qui sont juste là pour faire du bruit et pas réellement prouver une technologie ou une solution qui va être utilisable, praticable par une grande partie de la population. Donc, je serais vraiment curieux de savoir, vous, votre regard sur le marché, comment vous avez vécu ça en 2025, comment vous pensez continuer d'être ou ne plus être dans ce marché-là au travers des prochaines années. Je serais vraiment curieux de vous lire en commentaire, puis je vais répondre à tout le monde qui va m'écrire, bien évidemment. Donc, sur ça, belle suite, puis je souhaite vous revoir dans une vidéo qui va prendre beaucoup moins de temps que depuis que je vous ai posté une vidéo il y a plus d'1 an. Donc, on se revoit dans un délai beaucoup plus court.